Nos invités ce soir, Annie Vallet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coprésidente de l'association Le Choix Citoyen pour une mort choisie. Merci d'être avec nous. Ségolène Perruchot est avec nous également. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin-chef à l'unité de soins palliatifs du centre hospitalier Rive de Seine à Puteaux et vice-présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Et avec nous également Antoine Dabundo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef de la rubrique bioéthique à la Croix. Je vais commencer avec vous puisque vous faites partie des journalistes qui ont pu interviewer le président de la République à cette occasion. Après cette interview, est-ce que vous avez une idée vraiment précise de ce que sera le modèle français en la matière? On a quand même, il me semble, les grandes lignes qui ont été données dans cet entretien que nous a consacré le président pendant 1h30 sur l'aide à mourir. Des précisions assez importantes sur, disons, le grand fonctionnement, des patients qui pourront y accéder, enfin en tout cas faire la demande s'ils répondent à un certain nombre de critères que je crois que vous avez rappelé tout à l'heure, et puis ensuite un collège de médecins qui prend la décision de prescrire un produit létal à charge pour, alors là on se trouve après dans deux situations, à charge pour le patient, soit de se l'administrer lui-même s'il en a la possibilité physique, et s'il ne peut pas le faire, de faire appel à un tiers, avec des possibilités également de recours. Il a confirmé qu'une clause de conscience serait garantie aux médecins ou au personnel soignant qui ne souhaitent pas effectuer le geste. Et puis ensuite, la traçabilité évidemment du processus pour en assurer son contrôle. On a à peu près l'architecture, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de questions qui subsistent sur exactement comment fonctionne le processus, la mise en place de l'aide à mourir. Il nous a dit que ce serait à peu près dans tout lieu, domicile, EHPAD ou hôpital, mais que ce serait dans un dialogue entre le collège de médecins et le patient. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un désaccord sur la question ? La présence d'un soignant également pourra être demandée par ce collège de soignants. S'il estime que la prise de ce produit létal nécessite la présence d'un soignant, il faudra qu'il y ait une négociation, une discussion avec le patient. Ségolène Perruchot, vous qui êtes en contact avec des personnes en soins palliatifs, est-ce que vous trouvez que ce projet de loi est une avancée ? Pas du tout. On revient en arrière, on revient dans les années 80, l'époque effectivement du cocktail lithique. L'avancée en France, ça a été le développement des soins palliatifs et pour lequel malheureusement on est encore qu'au milieu du chemin. Donc je peux pas croire que ce projet est une avancée, c'est un retour en arrière. En revanche, effectivement, la question des soins palliatifs aujourd'hui reste entière puisqu'on est au milieu du gué. La Cour des comptes nous dit un patient sur deux qui devrait en bénéficier, seulement peut en bénéficier effectivement. Vous dites que c'est un retour en arrière, pourquoi ? Parce que la mort n'est pas un soin ? Parce que dans les années 80, les soins palliatifs sont nés des refus des conditions de prise en charge des fins de vie dans les années 80, avec des patients qui étaient souvent abandonnés par la médecine, souvent soumis à des acharnements thérapeutiques, ce qu'on appelait comme ça à l'époque, ou à des euthanasies, la plupart du temps clandestines, ce qui évidemment est la différence avec ce qui se profile aujourd'hui. C'était les fameux cocktails lithiques. Donc voilà, et les soins palliatifs sont nés en disant on peut faire mieux que ça. Et oui, vous le disiez, donner la mort n'est pas un soin, donner la mort ne fait pas partie du soin. Nous tous soignants, on ne s'engage pas dans cette voie-là, qui n'est pas une voie simple, et je crois que depuis quelques années, on le sait bien, on ne s'engage pas dans cette voie-là pour donner la mort, même si c'est à la demande d'un patient. Annie Vallet, est-ce que vous partagez alors, j'ai une position un petit peu différente. Pour nous, ce projet de loi est déjà une bonne nouvelle. Après la Convention citoyenne d'il y a 1 an, on nous promet cette loi. Bien sûr, nous avons des questions. La première question, c'est sur le pronostic vital engagé à plus... Alors, parce qu'il y a des critères, oui. je vais les rappeler. Pour avoir peut-être accès à ce droit à mourir, il faut être majeur, avoir un discernement complet, dont ça exclut certaines personnes atteintes de maladies psychiatriques, et avoir un pronostic vital engagé à court terme ou à moyen terme. Alors c'est cette notion qui nous pose question. Que recouvre la notion de moyen terme? Nous espérions, nous, que ce moyen terme concerne des pronostics vitaux à plus d'1 an, qui permettraient à toutes les personnes atteintes de maladies dégénératives qui viennent nous voir pour trouver une solution à l'étranger, eh bien, puissent trouver une solution en France. Donc ça, c'est la première de nos inquiétudes. Ensuite, il y a question aussi, dans les critères, d'avoir des souffrances réfractaires.
Mais qui juge des souffrances réfractaires? Des souffrances réfractaires, ce sont des souffrances que les médicaments ne peuvent pas plus dissiper, c'est ça? Ou des souffrances physiques, ou des souffrances physiques, ou des souffrances morales. Parce que quand vous êtes dans un état de dépendance, de maladie, vous pouvez aussi avoir des souffrances morales qui ne sont pas, disons, guéries, si je puis dire, qui ne disparaissent pas avec des thérapies, même avec des thérapies psychologiques de prise en compte. Donc, qui va évaluer ces souffrances réfractaires? Est-ce que c'est le malade qui dira à un moment donné, mes souffrances sont intolérables, je voudrais de l'aide médicale à mourir, ou est-ce que c'est un médecin, quelqu'un d'extérieur, qui va juger ces souffrances réfractaires, sachant que la notion de souffrance est quelque chose de très subjectif et qui varie d'une personne à l'autre? D'après ce que j'ai compris, une fois que tous ces critères seraient respectés, s'ouvre la possibilité donc de demander une aide à mourir, et il revient à une équipe médicale de décider. J'imagine que vous avez parlé de ça avec le président. On a essayé de cerner, mais il faudrait maintenant avoir le texte du projet de loi pour en connaître le détail. Parce que là, pour le coup, chaque virgule il nous a indiqué les grands principes. Le grand principe, c'est qu'une fois que la demande est déposée par le patient, un collège de médecins, d'abord le patient va s'adresser à un médecin, et ce médecin va regarder si les critères sont réunis. Mais il peut faire appel aussi à des experts, à d'autres médecins. Il peut, nous a précisé le président, consulter également l'équipe soignante qui avait en charge le patient, parce que généralement on n'arrive pas avec une maladie au stade terminal sans avoir été pris en charge par une équipe médicale, médecin, infirmier, aide-soignant. Il insiste beaucoup là-dessus, sur le fait que ça doit être une décision collégiale et, précise-t-il, un dialogue entre cette équipe de médecins, de soignants et le patient, pour voir justement l'évaluation, parce que on parle de critères stricts, mais en réalité on s'aperçoit que ces critères ne peuvent pas être stricts. Le médecin qui est à côté de moi le dira, évaluer un pronostic à moyen terme, c'est extrêmement compliqué. Oui. Il va y avoir dans l'Indre un médecin qui dira ce patient-là il est condamné à 6 mois, 8 mois, dans un autre département on dira peut-être 12 mois. Et puis il va je ne sais pas d'ailleurs si la demande peut être renouvelée. Je me pose la question. Alors la demande, on a posé la question. Est-ce que s'il y a un désaccord, s'il y avait un premier refus à un patient, est-ce que celui-ci pourrait faire une nouvelle demande? Il aura cette possibilité de s'adresser à une autre équipe médicale pour faire une nouvelle demande, voire faire des recours en justice. Tout ça dans un délai relativement court, puisque lorsqu'une demande est déposée, il y a 15 jours pour apporter la réponse. Il va falloir avoir beaucoup d'éclaircissements sur la manière dont les choses se déroulent. Chaud sur ce sujet du collège de médecins qui déciderait d'accorder ou non cette aide à mourir. Alors, je pense qu'effectivement, il faut attendre d'avoir le texte. Là, tel que je le comprends, tout ça est complètement déconnecté de la réalité, en fait. Ça témoigne d'une grande méconnaissance de ce qui se passe. Alors, déjà, 15 jours pour voir voire deux, voire des spécialistes. En fait, on est en France où déjà on a du mal à accepter un médecin traitant en une semaine. Donc, en fait, déjà là, on a un premier obstacle. Ou alors, on va créer des filières accélérées et on va d'autant délaisser les autres patients. Donc là, on est déjà quand même sur une vraie problématique. Après, la décision collégiale, ça aussi, in fine, c'est une utopie. Aujourd'hui, la procédure pour, par exemple, des limitations de traitement, c'est une discussion collégiale. Et in fine, il y a une décision médicale. C'est une utopie de croire qu'il y aura toujours un accord et un consensus, bien sûr, dans la plupart des cas. Même au sein des familles, même avec le patient. Donc, un collège de médecins ne va pas pouvoir décider. In fine, il faut que quelqu'un endosse la responsabilité. Madame Vautrin, tout à l'heure, a dit cette phrase fabuleuse au journal de 20h. Elle a dit, il y aura une prescription collégiale. Alors, je ne sais pas si elle imagine qu'on va être plusieurs à tenir le même stylo pour écrire en même temps. Tout ça témoigne vraiment d'un flou et d'une méconnaissance absolue de la réalité. Dans les faits, cette aide à mourir que décrit le président de la République, elle existe un peu déjà? Elle existe un peu déjà. Je vous pose la question. Non, elle n'existe pas à l'heure actuelle. Puisque la loi Cléonetti qui prévoit... Je ne vous parle pas dans la loi, je vous le dis. Oui. Je vous demande dans les faits. Non, dans les faits, elle n'existe pas. Ça n'existe pas? Non. Alors, il y a peut-être, vous voulez peut-être allusion aux euthanasies clandestines, mais on les connaît pas.
On ne les connaît pas. Non, mais des situations où des personnes sont en fin de vie avec un pronostic vital engagé et qui souffrent beaucoup, ça arrive, et ça nous est arrivé sans doute à tous personnellement, d'avoir le médecin qui appelle la famille et qui dit « Bon, ben voilà, la personne va mourir dans pas longtemps, est-ce que vous voulez on le laisse partir tranquillement ?» Pardon, alors attention, parce que voilà, nous on passe notre temps à être confrontés à ça, et je ne peux parler que de ce que je connais. C'est que on peut appeler les familles en leur disant que les choses s'aggravent, qu'on va mettre des médicaments pour les soulager, et vous avez immédiatement les familles qui comprennent qu'on va accélérer les choses. Or, on ne le fait pas. Dans mon service, on ne le fait pas, on ne l'a jamais fait, on ne le fera pas. Donc, il y a une interprétation aussi, parce que on parle là de moments difficiles, de choses difficiles, et c'est bien normal, les choses sont complexes. Donc, il y a beaucoup d'interprétations là-dedans. Aujourd'hui, en France, et par définition, ce qui est clandestin, on ne le sait pas, mais dans l'immense majorité des cas, non, on n'abrège pas la vie des gens. Non, il y a une discussion autour d'un dispositif qui a été introduit par la loi Claes-Leonetti en 2016, qui s'appelle la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Lorsqu'un patient se trouve dans une situation de souffrance où les antalgiques ou les anxiolytiques n'arrivent plus à calmer et qu'il arrive dans une phase agonique qui peut être extrêmement douloureuse, la loi encadre cette sédation profonde et continue, c'est-à-dire qu'on va soulager le patient en le plongeant dans un état d'inconscience qui, normalement, doit lui éviter toute douleur ou toute anxiété, et évidemment, puisqu'il arrive dans les derniers instants, puisque ce dispositif n'est possible que si le pronostic vital est engagé sur le court terme, c'est-à-dire quelques heures, quelques jours, et là les médecins savent l'évaluer. Évidemment, on arrête l'alimentation et on diminue fortement l'hydratation parce que ça causerait des troubles plus importants pour le patient. Donc il y a une difficulté d'interprétation de ce dispositif. Certains estimant que c'est une sorte d'euthanasie passive ou dissimulée. En réalité, quand on rentre dans les services de soins palliatifs, il y a de grandes précautions avec l'utilisation de ce dispositif qui n'est normalement utilisé par les médecins de services de soins palliatifs que pour soulager et éviter les agonies trop douloureuses. Avec cette loi, les précautions sauteraient ? Non. Monsieur disait avec l'ancienne loi, il y avait un certain nombre de précautions qui étaient prises. Je crois que c'est surtout pas du tout la même chose. La sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès n'a pas pour objectif de hâter la mort. Elle a pour objectif de soulager une personne qui est en train de mourir et pour laquelle il y a des souffrances qui continuent à être visibles ou dites par le patient. Et à ce moment-là, on peut l'endormir en attendant qu'il meure. La loi aujourd'hui et ce dont on parle aujourd'hui, c'est de hâter la mort. Donc c'est deux dispositifs séparés. Oui, mais justement, ma question, c'est de dire, est-ce qu'il y a avec cette loi des risques que le patient choisisse de mourir parce qu'ils n'ont pas accès à des soins palliatifs de qualité? Ça me paraît une évidence. Alors, je me permettrai quand même d'intervenir là-dessus parce que toutes les personnes qui viennent nous voir à l'heure actuelle sont des personnes qui sont prises en charge en soins palliatifs, qui sont contentes de la façon dont elles sont prises en charge, mais qui en ont assez de vivre parce qu'elles souffrent beaucoup, souvent moralement, de maladies notamment dégénératives. Et donc, elles nous demandent une solution en Belgique ou en Suisse, qui d'ailleurs est difficile pour elles à organiser. Donc, ce n'est pas pour nous, enfin, dans notre expérience, on n'a pas de personnes qui viennent nous voir en disant « je ne suis pas en soins palliatifs et je voudrais une aide à mourir en Belgique ». Non, c'est souvent des gens qui sont en maladie incurable, qui n'ont plus de traitement curatif, qui sont pris en soins palliatifs et qui cherchent une autre solution parce que des douleurs demeurent quand même. Malgré tout le soin que vous leur prodiguez, toutes les douleurs ne sont pas toujours solubles. Mais il y a quand même 21 départements en France qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Il y a un risque évident. On ne peut pas le prédire, ce risque. Mais on peut pas. Je témoigne de ce que j'ai. On ne peut pas le prédire, mais il faut écouter aussi quand même les soignants qui sont au chevet des patients. Il y a un risque évident que l'offre crée la demande, que compte tenu de l'insuffisance de l'offre de soins palliatifs, il y ait des patients qui se trouvent en détresse et qui, lorsqu'ils auront la possibilité, diront plutôt que d'être mal pris en charge, je vais demander. Tout le monde va être obligé de se poser la question, et notamment ceux qui n'ont pas accès à des services de soins palliatifs de qualité pourraient
pourraient demain être incités à faire une demande soit de suicide assisté, soit d'euthanasie, parce que c'est possible. En tout cas, ce n'est pas en tout cas l'expérience que nous avons. Bien sûr. Dans les associations qui recevons des personnes qui cherchent à aller à l'étranger, c'est pas l'expérience que nous avons. Il y a quelques semaines, nous avons accueilli dans le service, donc dans l'unité de soins palliatifs où je travaille, un patient qui avait une 60aine d'années qui était porteur d'une maladie de Charcot. Ce patient, parce que en France on manque de structures adaptées pour ce type de patient, il était dans un EHPAD. Un EHPAD, c'est quand même pas tout à fait l'endroit le plus adapté. C'est surtout dans des gens beaucoup plus âgés, atteints d'un autre type de maladie. Il est arrivé chez nous parce qu'il demandait l'euthanasie, parce que tous les jours il réclamait à mourir et que c'était extrêmement difficile pour les soignants d'EHPAD qui ne sont pas formés et qui n'ont pas les moyens d'accompagner correctement ce patient. Il est arrivé chez nous. Il a dit qu'il voulait mourir. On l'a écouté, on l'a entendu. On a discuté avec lui. On l'a regardé différemment. Ça paraît abstrait comme ça. Mais je vous assure qu'au bout de 3-4 jours, il n'a non seulement plus demandé à mourir, mais quand quelques semaines après, encore hospitalisé chez nous, son état s'est dégradé et que la possibilité, et qu'il s'est trouvé en difficulté respiratoire, nous lui avons proposé d'être aidé à respirer avec une machine, persuadé qu'il refuserait, puisqu'il voulait mourir quelques semaines avant. Il a accepté, il a souhaité cette machine et il a été transféré en pneumologie pour pouvoir se mettre en place cette machine. Malheureusement, il est mort très vite, mais c'est une certitude que la prise en charge palliative diminue drastiquement le nombre de demandes d'euthanasie. Et aujourd'hui, un patient sur 2 en France n'y accède pas. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Et les annonces qui ont été faites aujourd'hui ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux là-dessus. Je vais vous poser la question à toutes les deux très rapidement. Est-ce que sur ce sujet, dans certains cas particuliers, il vous est arrivé de changer d'avis sur le cas d'une personne qui demande à mourir Non, mais il nous est arrivé, nous, des personnes qui viennent nous voir. Et qui changent d'avis. Et qui changent d'avis parce que la possibilité d'avoir cette porte de sortie en Belgique ou en Suisse, disons, les a décidés à reprendre une chimiothérapie, etc. Ça leur donne une porte de sortie qui leur donne de la sérénité. Et ça c'est vrai. Donc cette loi, si elle existe, on n'est pas du tout sûr que les gens s'y précipitent. Ils le verront comme une porte de sortie aléatoire, enfin possible, si leur souffrance physique ou morale devient trop importante. Parce que mourir, quand même, c'est pas facile de mourir. Ça c'est sûr. De manière provoquée ou pas provoquée, ça n'est pas facile. Quelqu'un qui choisit l'euthanasie, c'est pas parce qu'il cherche la mort, il cherche à échapper à des souffrances. Bien sûr. Donc, si vous voulez, on peut avoir effectivement, c'est une très bonne question, des situations comme ça où les gens changent de position. Alors, des patients qui changent d'avis, bien sûr, je vous en ai parlé. Oui. Moi, à titre personnel, je n'ai pas rencontré de patients qui me fassent changer d'avis parce que je sais. Et je suis témoin, et depuis bientôt 20 ans maintenant que j'exerce en soins palliatifs, je sais qu'on a une autre solution à leur proposer. Et je sais qu'on sait faire pour peu qu'on nous en donne les moyens. Donc nous, ce qu'on demande, c'est donnez-nous les moyens d'accompagner, moyens humains, moyens de formation, moyens d'information. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion ce soir.